Espace TV, le 22h. « 22h à Tokounou, c'est à Kankan. Merci de préférer Espace TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Durée de la transition, le rejet du chronogramme de 36 mois par la CEDEAO. Les porte-parole de la présidence et du gouvernement étaient face à la presse ce jeudi. Le colonel Amara Kamara et Ousmane Gawal Diallo ont tenu à rassurer de leur volonté à dialoguer avec toutes les parties. La nationale numéro 2, Mamou Farana, distante de 180 km, le ministre des Infrastructures et des Transports s'est dit inquiet quant au respect du délai d'exécution avant les grandes pluies. Yaya Sow l'a dit lors d'une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Et toute l'actualité sportive des dernières infos, c'est en fin de journal avec Alseni Baldé. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. C'est toujours un ravissement de vous retrouver. En bref, pour commencer, retournement de situation à la CRIEF. L'ancien Premier ministre et les ex-ministres de la Défense et de l'Environnement sont retournés à la maison centrale des Corontis ce jeudi. Ils n'ont pu bénéficier d'une once de liberté ce jour après que le procureur spécial de la CRIEF ait relevé appel contre l'ordonnance de mise en liberté de la Chambre de l'instruction avec paiement des cautions. Ali Touré, qui avait 5 jours pour relever appel, s'y est opposé à ce même jour et les 3 prévenus ont été embarqués et ramenés à la maison centrale de Conakry. L'ancien Premier ministre, qui n'aurait pas voulu s'exécuter au motif qu'il a été libéré par une décision de justice, a immédiatement rejoint le véhicule et conduit par des gendarmes. Dr Ibrahima Kassori Fofana, Dr Diané Mohamed et Oye Guilavogui sont accusés de détournement des deniers publics, blanchiment d'argent, enrichissement illicite, corruption, entre autres. On reviendra dans nos prochaines éditions sur cette information. Le porte-parole de la présidence, colonel Amara Kamara, et celui du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, ont animé ce jeudi une conférence de presse à Conakry. De la durée des 36 mois adoptés par le CNT, Conseil national de la transition, à l'interdiction des manifestations en passant par les poursuites judiciaires et la récente sortie du président de la commission de la CEDEAO, les 2 porte-paroles ont donné assez de précisions pour assurer les uns et les autres. Mamadou Saliouba et Aliouba. Le porte-parole de la présidence et celui du gouvernement se sont donné du temps pour répondre à toutes les questions des journalistes et à certains hommes politiques qui pensent que la durée de 3 ans décidée par le CNT est juste une manœuvre pour confisquer le pouvoir. Sur cette question, le porte-parole de la présidence rassure. Aucun membre du CNRD, du gouvernement ou du CNT ne pourrait être membre à aucune élection dans le pays. Et cela permet clairement de savoir qu'il n'y a aucune volonté de s'éterniser ou de s'accaparer du pouvoir. Il a juste lieu de mettre un mécanisme, un process en place pour nous permettre de sortir de la transition. Et la machine a été mise en place. C'est en train d'être fait au fur et à mesure. Mais quand commence le compte à rebours des 36 mois? Où a-t-il déjà commencé? Sur cette question qui préoccupe autant que la durée de la transition elle-même, difficile de donner une réponse claire. Néanmoins, le porte-parole du gouvernement tente de répondre. En réalité, ça commence quand on commence à dérouler les étapes. Même si on vous dit que la transition elle va durer 3 jours, si on ne fait rien, mais on reste toujours dans la transition. Avez-vous compris? Les 2 porte-paroles sont revenus sur l'interdiction de manifestation, laissant comprendre que rien ne doit altérer le processus de la transition et que tout le monde doit participer pour sa réussite. Il n'y a pas d'interdiction à ne pas faire le truc. Non, non, non. Il y a lieu de circonscrire clairement à leur base politique. Autre précision, c'est sur les poursuites judiciaires pour crimes économiques et crimes de sang. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, beaucoup pensent que c'est une manœuvre pour écarter de potentiels candidats aux élections. Le colonel Amara Kamara rassure que personne n'est visé et laisse comprendre que ceux qui pensent que le président de l'UFDG a peur de rentrer au pays n'ont aucune raison de s'inquiéter.
Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a quelques mois en Guinée, le président Cellou était privé de certaines libertés, dont des libertés de déplacement, sortir du pays. L'arrivée du CNRD a rendu cela facile. Il peut partir et revenir de la Guinée, rentrer en Guinée, c'est chez lui, c'est la terre de ses ancêtres. Mais à cette conférence de presse, comment oublier la récente sortie du président de la commission de la CEDEAO? Le porte-parole du gouvernement sort de son silence. Nous avions reçu comme information que la CEDEAO allait dépêcher en Guinée une commission qui allait être à l'écoute des autorités, à l'écoute des partis politiques, à l'écoute de la société civile, pour prendre en compte le contexte guinéen avant le sommet du chef d'État. Et voilà qu'on apprend, de par sa déclaration, que il se prononce sur ce qui devrait être la réponse de la CEDEAO. Nous pensons que c'est quelque chose d'actif et c'est inamical, si on peut le dire de façon assez simple. Et je vois mal quand on ne peut pas se donner une certaine violence, une certaine rigueur à respecter son mandat ou à faire respecter son mandat, comment on peut parler à autre personne pour dire faire ceci, faire cela. Ça s'appelle justement un manque d'élégance. La CEDEAO et le CNRD vont-ils se sourire? Les deux porte-paroles ont laissé comprendre que le CNRD est largement ouvert au dialogue. Du palais auprès du bas peuple, le poste de santé de Kassonia dans la préfecture de Koya manque d'électricité depuis plusieurs années. Tenez-vous bien, les soins accouchements dans cette structure sanitaire s'effectuent la nuit à l'aide de torches et de bougies. Une pratique qui met en danger la vie des patients qui y viennent et le personnel soignant du centre ne supporte plus cette situation. Il souhaite l'implication des autorités afin de doter le centre d'électricité. André Mossier Milimouno et Yacouba Traoré de retour de Kassonia. Ça se passe ici, à Kassonia. Faute de courant électrique, ce poste de santé effectue des soins et dirige les accouchements la nuit avec des moyens très rudimentaires qui exposent les patients à de gros risques mortels. Une situation que déplore le personnel soignant. On ne peut pas travailler dans l'obscurité. D'abord, nous sommes en danger et les gens qui viennent vers nous aussi seront en danger. On ne peut pas travailler. Des fois, on dirige les accouchements la nuit, c'est avec nos téléphones ou bien avec des bougies. Et ça, ce n'est pas approprié. Le laborantin du centre a également besoin d'électricité pour pouvoir effectuer des examens à l'aide de son microscope. Hélas, il utilise lui aussi des moyens de bord pour des résultats souvent très médiocres. On peut brancher, mais si déjà il n'y a pas de courant, il faut aussi la lumière. Donc dans ça, j'utilise soit la torche ou bien le téléphone. Pourtant, le centre dispose de 2 panneaux solaires fixés sur le toit. Ils sont uniquement destinés à faire fonctionner le frigo où sont conservés des vaccins. Aïssatou Lamaranaba a accouché dans ce poste. Elle garde un mauvais souvenir de son accouchement. Quand j'accouchais ici, il n'y avait pas de courant, c'était vers les 0 heures, les bandes de 0 heures. C'est avec le téléphone ils ont torché pour faire mon accouchement. J'ai eu peur beaucoup même. Pour nous rassurer de la véracité de cette situation, nous visitons le poste de santé la nuit. Nous tombons sur une patiente venue se faire injecter. Son mari est choqué par ce qu'il a vu. Il faut qu'on utilise des torches en téléphone pour piquer les gens. Ça, c'est pas normal, ça. Les grossesses vont venir ici pour avoir l'accouchement, il n'y a pas de courant, tout ça, c'est des problèmes. Ce poste de santé est la seule structure sanitaire publique de la localité. Ces infirmiers souhaitent avoir un appui urgent des autorités afin d'éviter le pire. Éducation à présent, c'est une innovation dans le secteur. Plusieurs établissements scolaires de Sangoya Fassa, dans la commune de Matoto, s'unissent pour organiser l'examen blanc du CM2. Il s'agit d'un examen numérique dont les résultats pourront être disponibles en seulement quelques heures. Une de nos équipes s'est rendue dans l'un des centres pour toucher du doigt le déroulement de ces évaluations. Aminata Massiré Bangoura et Aliouba pour plus de détails. C'est une première en Guinée. Plus de 32 écoles s'engagent pour la crédibilité de l'enseignement guinéen. Ensemble, elles organisent un examen blanc numérisé du CM2.
pour 1784 candidats répartis dans 8 centres retenus à cet effet dans la commune de Matoto. Le sérieux et la rigueur, voilà ce qui caractérise ces évaluations. La particularité de cet examen est que les résultats sont obtenus le dernier jour. Comme vous l'avez constaté, les correcteurs sont en place, les rapporteurs sont en place. Nous allons faire le travail ici et le dernier jour, on pourra avoir les résultats. Voilà un peu la différence de cet examen dans la zone de Sangoya-Fassa par rapport aux autres examens. Au total, 9 superviseurs doivent sillonner les différents centres pour s'assurer du bon déroulement des évaluations. C'est une première de voir une école ou un centre ou une délégation organiser un examen, ne serait-ce que blanc, numérisé. C'est vraiment la meilleure des choses. Chez les candidats, ce premier jour s'annonce plutôt bien. On a fait la rédaction. Comment était le sujet? Très facile. On ne triche pas. C'est ce qu'on connaît, on fait. Cet examen blanc est organisé aux frais des initiateurs. Ils invitent les autorités à encourager le projet. J'en appelle à un esprit civique à toutes les autres délégations, pourquoi pas nos autorités supérieures, pourquoi pas toute la République de Guinée. C'est-à-dire que nous pouvons faire composer nos candidats et avoir, après 1 ou 2 jours, les différents résultats. Pour la réussite de cette première expérience, toutes les dispositions sont prises par les initiateurs. Un secrétariat et une salle pour la correction sont déjà aménagés au sein de ce centre pour plus de crédibilité. Éducation toujours, la conférence mondiale de l'enseignement supérieur se poursuit à Barcelone, c'est en Espagne. Pour cette deuxième journée, la ministre guinéenne de l'enseignement supérieur a participé à un panel au cours duquel panel il a été question pour elle de vendre l'expertise guinéenne. Ce jour est aussi mis à profit pour rencontrer des partenaires techniques et financiers. La mobilité académique est aussi discutée cette fois avec les universités. Alcéni Bari pour plus de détails. Plus de 1500 participants venus d'universités, de gouvernements, d'agences multilatérales, du secteur privé et de la société civile participent à cette conférence mondiale de l'enseignement supérieur à Barcelone. L'objectif est de partager les expériences afin de dessiner une feuille de route commune pour la décennie à venir. Nous avons eu l'occasion de voir qu'à travers nos disparités dans certains pays qui ont été aussi autour de cette table, que nous avons aujourd'hui des volontés communes, mais aussi des visions communes quant à la facilitation et aussi aux mesures que nous pourrons mettre en place pour accompagner le système d'enseignement supérieur de nos différents États. La Guinée a été représentée par sa ministre de l'enseignement supérieur et une forte délégation sur les différents panels, notamment comment assurer un enseignement supérieur de qualité adapté aux enjeux de notre siècle, tels que le développement durable, comment soutenir la mobilité académique dans le monde. Il y a une autorité nationale d'assurance qualité qui fait l'habilitation, d'abord l'évaluation en termes d'habilitation des institutions à délivrer un diplôme universitaire, mais plus loin, fait aussi l'accréditation des programmes de formation. Donc une institution peut être habilitée à délivrer des diplômes et ne pas avoir de programme accrédité, comme l'institution peut avoir aujourd'hui des programmes aussi accrédités. Dans la délégation se trouve le secrétaire exécutif de l'Agence nationale d'assurance qualité ou encore la directrice de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kontia et d'autres cadres du cabinet. L'idée est surtout de capitaliser ces échanges pour amorcer une formation de qualité aux étudiants guinéens. Vous savez que la qualité de la formation dépend de la qualité des programmes et des offres de formation. Au terme des travaux, la délégation guinéenne compte rencontrer des partenaires techniques et financiers pour apporter de nouveaux investissements, tant dans la construction que dans la qualification du système d'enseignement supérieur, mais aussi d'autres universités pour la mobilité académique. Des contrôleurs financiers à l'école pour le renforcement de leurs capacités. C'était ce jeudi. Durant quelques semaines, ils vont s'approprier des textes relatifs aux lois de finances, la mise en œuvre d'un manuel de procédure d'exécution des dépenses publiques et d'un autre manuel
des procédures du contrôle financier. Cette initiative correspond à la refondation de l'État, un des piliers sur lequel s'appuie le CNRD pour le développement durable du pays, indiquent les organisateurs. Djibril Ba, Tcherno Sadouba, signe ce public reportage. Ils sont une centaine d'agents programmés pour cette session de renforcement des capacités. Pour les responsables du département de l'économie, des finances et des plans, il est indispensable que ces contrôleurs financiers s'adaptent aux besoins de la population. Donc, la proactivité doit être l'un des outils de leur profession. Depuis l'avènement de la transition, plusieurs actions ont été entreprises pour la réforme des finances publiques. Ce sont notamment la poursuite de la vulgarisation de la loi organique relative aux lois des finances et ses tests d'application, de la mise en œuvre du manuel de procédure d'exécution des dépenses publiques et du manuel de procédure de contrôle financier, ainsi que de la restructuration de la Direction nationale du contrôle financier. Les textes cités par le directeur national du contrôle financier ne sont pas pour l'instant à la portée des contrôleurs financiers depuis leur nomination récente en grand nombre. Dans la foulée, le ministre de l'économie, des finances et du plan prodigue des conseils aux participants. Parce que vous êtes dans un métier qui est traditionnellement un métier de réaction. Les réactionnaires sont des défaitistes. Vous êtes dans la réaction, vous êtes dans la défaite. Moi, j'attends seulement qu'ils viennent. Non, n'attends pas. Attaque. Il y a des activités qui sont récurrentes. Vous en avez les calendriers. Faites des propositions. Soyez une force de proposition. Chez les participants, les attentes sont nombreuses. Ils comptent mettre en pratique les connaissances qui seront acquises durant cette formation. On espère que ce sera une réussite et ça va faire rehausser la qualité du contrôle de la chose publique. A rappeler que ce groupe vient combler le départ massif à la retraite des contrôleurs financiers de l'administration publique. Je vous le disais au sommaire, le ministre des Transports et des Infrastructures, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de terrain sur la nationale numéro 2 Mamou-Farana, distante de 180 km. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux confiés à l'entreprise exécutante financée par le gouvernement guinéen. Sur le terrain, le ministre Yaya Sow a exprimé des inquiétudes quant à l'aboutissement des 10 travaux avant les grandes pluies qui s'annoncent sur le pays. Reportage Abdoulaye Diallo et Tcherno Amadou Bari. Arrivé à Mamou à la tête d'une importante délégation de son département, le ministre des Infrastructures et des Transports veut toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation des voiries urbaines de l'intérieur du pays. Le ministre et sa suite se sont directement rendus sur la nationale Mamou-Farana, précisément au PK35 dans la commune rurale de Soya. Là, l'entreprise chargée d'exécuter les travaux est en plein chantier. Oui, bon, disons, il y a de vives préoccupations, de grosses inquiétudes naturellement, parce que les pluies ont commencé et le chantier est en cours. Nous sommes à ce niveau, l'entreprise est là, elle nous a rassuré que la route ne sera pas coupée, mais quand même il y a des inquiétudes. Longue de 180 km, la route Mamou-Farana constitue de nos jours un véritable calvaire pour les usagers. Le ministre Yaya Sow s'est félicité du niveau d'avancement des travaux. Il a également exhorté l'entreprise à accélérer avant les grandes pluies qui s'annoncent. Le travail, il avance. Ce qui nous préoccupe, c'est que la route ne soit pas coupée. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit à ce stade-là. Maintenant, quand il dit que le projet va durer 6 mois, naturellement, vous allez lui poser la question, qu'est-ce qui va se passer au bas de la saison des pluies? Moi, la saison des pluies, c'est de traiter les points critiques. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Voilà. Maintenir la fluidité, la circulation des passagers et des camions. Quant à l'entreprise, elle a promis au ministre Yaya Sow d'intensifier les travaux selon les règles de l'art, conformément au cahier de charges établi avec le gouvernement. Par rapport aux linéaires exécutés du tronçon, nous sommes à 27%. Notre objectif principal ici, c'est pour ne pas que la route soit coupée. Secondo, préparer très bien l'assise, créer aussi la fluidité de la circulation pour que les usagers ne rencontrent aucun obstacle. Sur le terrain, les travaux se poursuivent avec à la clé le traitement des points critiques devant faciliter la fluidité de la circulation. Sur ce tronçon, le ministre des Infrastructures et des Transports reste confiant quant à l'achèvement à temps des travaux afin de respecter le délai contractuel.
On reste à Mamou pour dire que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et le programme national de la lutte contre le paludisme, vient de lancer la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA en abrégé. Soutenu par les partenaires techniques et financiers de la Guinée, l'objectif de cette campagne est d'aider le pays à se débarrasser très rapidement du paludisme qui constitue une menace pour la santé publique. Reportage Abdoulaye Diallo depuis Mamou. Durant cette campagne, plus de 9 millions de moustiquaires vont être distribués gratuitement à des milliers de familles à travers le pays. Financés par le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, ces MILDA sont destinés aux couches vulnérables, à savoir les femmes enceintes, les nourrices, les bébés qui résistent moins aux piqûres de moustiques, agents vecteurs de la maladie. Les élus locaux de Mamou s'engagent déjà dans cette lutte. J'engage les élus locaux et les administrateurs territoriaux à soutenir la promotion de la culture de l'utilisation des moustiquaires et l'assainissement du milieu de vie par tous les ménages. Les partenaires techniques et financiers, dont l'Organisation mondiale de la santé, CRS et le Fonds mondial, réitèrent non seulement leur soutien au gouvernement guinéen, mais aussi à faciliter l'accès facile des MILDA aux populations par la digitalisation. Nous avons des QR codes, les codes QR, pour aider la sécurisation de la distribution des moustiquaires. Quelque chose de nouveau, une innovation qui va aider beaucoup avec la campagne. Nous sommes engagés à appuyer le gouvernement par rapport à cette activité et même par rapport à la lutte contre le paludisme dans le pays pour qu'il y ait zéro paludisme en Guinée. Avec ces moustiquaires imprégnés, la Guinée dispose de stratégies efficaces pour faire face à cette maladie considérée comme principal problème de santé publique. Pour y arriver, le ministre de la Santé compte sur l'adhésion massive des populations. Avec les moustiquaires imprégnés, avec le traitement gratuit du paludisme disponible dans nos centres de santé et nos hôpitaux, le peuple de Guinée dispose des armes dont on a besoin pour vaincre le paludisme. Je demande à la population de s'inscrire, de se faire recenser, d'aller retirer les moustiquaires pour les familles, d'amener les femmes et les enfants au centre de santé chaque fois qu'il y a une suspicion de fièvre ou de paludisme afin qu'ils reçoivent les examens et les traitements gratuits. L'objectif visé par le gouvernement guinéen et ses partenaires est d'atteindre 0 cas de paludisme pour les prochaines années. C'est désormais chose faite. Le statut règlement intérieur de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Guinée sont validés et adoptés. C'était au cours d'une rencontre ce jeudi en présence de plusieurs médecins, infirmiers et cadres du département de la santé. Ces documents normatifs permettront de réglementer la profession, accompagner l'inspection générale de la santé dans sa guerre contre ceux qui évoluent dans le domaine illicite. Alcéni Bari, Ibrahima Sori Kamara nous en disent plus. Ils sont le chaînon sans lequel la profession médicale ne peut exister. Ces infirmiers et infirmières sont sur tous les fronts. Aujourd'hui, à travers cette rencontre, ils amorcent une étape fondamentale dans la réglementation de leur secteur d'activité. Ils valident et adoptent le statut et règlement intérieur de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Guinée. Il faudrait qu'on arrive à cette fois-ci à la réglementation de l'exercice de cette profession, d'identifier tout ce qui est exercice illicite de la profession, accompagner l'inspection générale de la santé dans sa guerre aujourd'hui contre tout ce qui évolue dans le domaine illicite. Cette volonté des politiques, ils l'auront, assure le représentant du ministre de la Santé. À son tour, il réclame un engagement fort dans la lutte contre les infirmiers clandestins. Chaque infirmier vit dans un quartier. Vous pouvez déceler ça et là, ces histoires, ces genres de cliniques, entre guillemets, qui pullulent et qui prodiguent des soins de santé vraiment qui n'honorent pas du tout votre profession. Donc ça doit être un engagement fort de votre part, comme celui des faux médicaments, ou en tout cas des médicaments périmés qui ternissent l'image de la médecine en République de Guinée. La pandémie à Covid-19 a mis en évidence l'ampleur du manque de professionnels infirmiers dans le monde, particulièrement en Afrique. Le personnel infirmier contribue à la recherche, à la prévention, au traitement des blessés,
à l'administration des soins palliatifs et bien à d'autres tâches encore. Le personnel infirmier sont des véritables héros dont personne n'en parle. Ces documents normatifs seront remis au ministère de la Santé pour validation, qui va à son tour les amener au CNT pour adoption avant le décret du président. Quelques mots des sports. L'organisation de la CAN 2025 est une priorité pour les autorités. La question a été débattue lors du dernier Conseil des ministres. Après avoir rencontré le Premier ministre lundi dernier, les membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2025 ont entamé ce mercredi une tournée dans les départements sectoriels concernés par l'organisation de la compétition. Objectif, harmoniser les projets en vue de réussir le pari d'organiser la CAN en Guinée. Meshak Sonda Kourouma, Mamadou Boïba. C'est par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire que la tournée a débuté. Là, la délégation du COCAN a été reçue par le secrétaire général du département. Au cours des 2 heures d'échange, tous les projets liés à la CAN ont été passés en revue. Nous sommes là dans le fait de faire une réconciliation entre le portefeuille des projets qui existent déjà au ministère de l'Habitat, aussi avec tous les besoins que le ministère pourrait avoir comme assistance pour pouvoir améliorer, pour pouvoir booster les besoins du COCAN dans le cadre de la réalisation des infrastructures liées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football que la Guinée doit abriter en 2025. La délégation a sollicité auprès du ministère la mise à disposition de tous les documents des sites devant abriter des infrastructures. Ces documents seront présentés à la mission de la CAF attendue en Guinée dans les prochains jours. Vous savez, le ministère de l'Habitat est chargé de la mise à disposition du COCAN de l'ensemble des plans cadastraux et aussi l'ensemble des plans de masse que le COCAN doit avoir besoin dans le cadre de la réalisation des infrastructures sur les sites présélectionnés déjà qui doivent abriter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La demande sera traitée avec diligence, assure le département. Les techniciens sont en train de travailler, ajoute le conseiller juridique du ministre. Les 10 dossiers seront à la disposition de la commission avant l'arrivée de la mission prévue par la CAF. Et nos équipes techniques à l'intérieur comme ici à Conakry sont en train de travailler pour que ces documents-là soient disponibles. Avec le retard accusé dans le démarrage de la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2025, nombreux sont les citoyens qui ne croient plus en l'organisation de la CAN en Guinée. Mais le COCAN et le gouvernement semblent avoir la volonté de relever ce défi. Au lendemain de la publication de la liste des joueurs convoqués pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Kaba Diawara continue de faire parler de lui. La non-convocation de certains joueurs pour des raisons inavouées suscite des interrogations dans le monde du football guinéen. Aboubakry Ba réitère que le débat des binationaux ou des locaux est contre-productif pour le football guinéen. Quant à Tcherno Saïdou Diakité, il se dit stupéfait de la convocation de certains éléments cadres. C'est un reportage de Mohamed Sissé et Abdoulaye Kamara. 24 heures après la publication des 23 joueurs guinéens sélectionnés en vue des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, des réactions fusent partout quant à la non-convocation des joueurs locaux. Aboubakry Ba estime que le débat autour des joueurs locaux ou expatriés n'est pas avantageux pour le devenir des footballeurs évoluant au pays. Malheureusement, ce n'est pas un débat propre, ou heureusement d'ailleurs, ce n'est pas un débat propre à la Guinée. Dans tous les pays africains, c'est toujours pourquoi les joueurs locaux, pourquoi le championnat local n'est pas le nombre de joueurs. C'est un éternel débat, mais un débat qui ne fait pas avancer les choses. Les joueurs locaux évoluent-ils dans des clubs ayant des concurrents ou être bon dans le championnat guinéen peut-il suffire pour la convocation en équipe nationale? C'est la question que se pose ce journaliste sportif. Le championnat national, on en parle, on s'émeut beaucoup. Oui, il y a tel joueur qui est bon, l'autre a fait une bonne saison, etc. Ok, il a fait une bonne saison dans un contexte particulier. Est-ce que ça correspond à ce que le coach cherche pour la cohérence de son groupe?
C'est la question. C'est la seule question pour moi qui mérite d'être posée. La non-sélection des joueurs locaux pour la récente fenêtre internationale FIFA était purement administrative. Cette fois, Kaba Diawara a enfilé son costume de premier responsable pour concocter les joueurs de son choix. Cette démarche de Kaba semble ambiguë d'après ce consultant sportif. Malheureusement pour nos footballeurs locaux, il n'y a que le gardien de but Moussa Kamara du Oria qui figure sur la liste des convoqués de Kaba Diawara. Au-delà de la tempête médiatique vis-à-vis de Kaba Diawara, dans la sphère du football guinéen, Thierno Saïdou Diakité s'est indigné de la moindre importance accordée aux footballeurs locaux. Il en a fait de même pour des techniciens locaux qui n'ont pas bénéficié de la confiance de Kaba Diawara. Sport, on y reste et on va avec la rubrique consacrée à cette rubrique. Allez-y. Il est déjà sur ce plateau Alcéni Baldé, bonsoir. Bonsoir. Alors, on le regardait tout à l'heure ensemble. Kaba Diawara a rendu officielle la liste des 23 joueurs du Sili convoqués pour les éliminatoires de la CAN 2023. Qu'est-ce qu'on peut savoir davantage? Ah oui, sur cette liste, il faut quand même se dire, on constate l'absence de Morlaye Sylla, notamment. Donc, les réactions fusent de partout sur l'arène du football guinéen. Mais le journaliste sportif Aboubakar Kriba, lui, il en a parlé, on l'a interrogé. Donc, il estime, il donne son avis sur l'absence de Morlaye Sylla dans cette liste concoctée par Kaba Diawara. On l'écoute. Morlaye est un très grand joueur. C'est clair. Il est très bon. Il est bon dans un secteur où la Guinée est la mieux fournie, la mieux dotée, c'est au milieu de terrain. C'est le secteur aujourd'hui qui fait la force de l'équipe de Guinée. La concurrence, elle est autrement plus élevée que dans les autres secteurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je viens de dire. Le milieu de terrain guinéen, aujourd'hui, peut concurrencer avec l'ensemble des sélections africaines. C'est un milieu de très, très haut niveau que la Guinée. Intégrer ce milieu de terrain demande des performances particulières, des performances qui viendraient compléter l'existant, qui est déjà de très, très haut niveau. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, comme je dis encore une fois, c'est une alchimie. Il faut qu'au moment T, qu'il y ait une convergence de compétences, une convergence de qualité pour faire une équipe. Si on estime qu'il y a doublon sur un poste, on enlève un. On parle de Morlaye, et c'est à juste titre, pour moi, c'est l'un des plus grands joueurs guinéens. Ça, c'est indéniable. Le talent, l'état d'esprit, son apport dans l'équipe, malheureusement, nous, on ne peut pas le savoir. On peut noter qu'il est talentueux, on peut noter qu'il est bon, comme le grand public. Mais les détails maintenant, c'est le sélectionneur qui a ces détails-là. Mais aussi, à un moment donné, disons, quel intérêt Kaba Diawara a de ce... L'étonnant, il faut le dire, est une équipe ou un 23 consacré essentiellement des binationaux, un seul joueur évoluant dans le championnat national. Il s'agit bien évidemment de Moussa Kamara, le gardien de Oroya de Conakry. Donc ils sont nombreux en tout cas, les observateurs, à déplorer l'absence des joueurs qui évoluent dans le championnat guinéen. Pendant ce temps, comme vous le savez, sur la liste, il y a des joueurs qui n'ont pas du temps de jeu dans leur club. Il y a d'autres qui reviennent donc de blessures. Kaba Diawara n'a pas daigné prendre des joueurs dans le championnat guinéen. Aboubakar Kriba, bien évidemment, en parle également au micro de Mohamed Sissé. Le débat sur les joueurs locaux, pour moi, c'est un faux débat. Excusez-moi. C'est réellement un faux débat. Malheureusement, ce n'est pas un débat propre, ou heureusement d'ailleurs, ce n'est pas un débat propre à la Guinée. Dans tous les pays africains, c'est toujours ouais, pourquoi les joueurs locaux, pourquoi le championnat local n'est pas le nombre de joueurs. C'est un éternel débat, mais un débat qui ne fait pas avancer les choses. La chose la plus importante pour moi à retenir, c'est de dire aujourd'hui, est-ce qu'il existe un entraîneur
qui se priverait d'un bon joueur ou du meilleur joueur que celui qu'il a. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il y a une jurisprudence en la matière? J'ai un bon joueur, je sais qu'il est meilleur que l'autre, mais je prends l'autre quand même. C'est plutôt rare. Ça peut arriver pour des problèmes de discipline, pour des trains. Quel que soit l'endroit où joue, où évolue un joueur aujourd'hui, s'il est meilleur à son poste, il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas. Le championnat national, on en parle, on s'émeut beaucoup, ouais, il y a tel joueur qui est bon, l'autre a fait une bonne saison, etc. Ok, il a fait une bonne saison dans un contexte particulier. Est-ce que ça correspond à ce que le coach cherche pour la cohérence de son groupe? C'est la question, c'est la seule question pour moi qui mérite d'être posée. Prendre un joueur du championnat local, ce n'est pas la panacée non plus. Hein. Jouer dans le championnat local, ça ne veut pas dire forcément être bon, ça ne veut pas dire que ça reflète le niveau du championnat. Il faut rappeler, Daouda Mohamed Kamara, que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 débutera donc au mois de juin prochain. Donc le Sili national a rendez-vous donc le 5 juin contre l'Égypte, ça sera au stade international du Caire. Puis quelques jours plus tard, la Guinée recevra au stade général Lansana Conté l'équipe du Malawi et le rassemblement débutera le 27 mai prochain du côté du Maroc. C'est ce qu'a précisé le sélectionneur Kaba Diawara. Alors, le sélectionneur Kaba Diawara, on va parler d'autre chose, on reste toujours avec le sport, pour dire que le SOR Academy entre dans l'histoire du football guinéen avec à la clé une qualification en fin des championnats. Oui, effectivement, Daouda, parce que c'est important quand même d'en parler, parce que c'est la première fois que le club SOR Academy se qualifie pour une compétition africaine. Mais tout d'abord, le SOR Academy signifie littéralement les super olympiens d'une Afrique renaissante, créée depuis 2008 par le président Almami Seydou Silla. À cette époque, donc, le club n'a pas de licence lui permettant d'évoluer dans les différentes divisions du football guinéen pour permettre donc aux joueurs qui composent l'effectif de SOR Academy de se faire valoir. Les responsables du club ont décidé de prêter la majorité des joueurs au Satellite FC, dont Seydou Silla fut président. Après quelques années passées chez les satellitaires, le jeune président prend les rênes du Gangang FC de Kindia, mais selon lui, n'avait pas la même mise sur le club comme il le souhaitait, n'étant pas dans l'esprit du club de Kenya. Seydou Silla a racheté le club olympique de Koya, équipe qui évoluait jusqu'à la Ligue 2. Les jeunes ont réussi à faire monter le club en Ligue 1. Après cette grosse performance du coq, les responsables ont ainsi changé le nom du club olympique de Koya au profit de SOR Academy aujourd'hui, qui est le véritable projet. La joie de se qualifier en compétition africaine, notamment en Ligue des Champions, se lit dans les visages de toute l'équipe. L'entraîneur Souleymane Kamara Abedi donc revient ici sur la performance de son équipe et le travail déjà abattu. Ça fait rêver toujours quand on arrive à se qualifier dans une compétition pareille. C'est vraiment une fierté pour un entraîneur après une année de travail et qu'on soit récompensé par une compétition, surtout la Ligue des Champions, c'est autre chose. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire à tout moment. Et on a cru surtout, et aujourd'hui franchement nous sommes très contents. Ça le travail, rien que le travail. On s'est fixé un objectif, ça a exposé. On s'est dit par rapport à notre groupe qu'on pouvait aller titiller les autres, c'est-à-dire jouer la Coupe CAF ou la Ligue des Champions. On s'est ressaisi, nous avons travaillé discrètement et ça payait. L'année surpassée, je crois j'étais là, nous avons terminé 4e derrière le Saint-Toba à 1 point. Et l'année dernière, j'étais le directeur. Le club a trébuché encore à la dernière minute, je crois que c'était contre Afia, à 4 journées de la fin. Et cette année, on s'est dit, tout ce qui nous est arrivé depuis l'année surpassée, vous avez sous-estimé, vous avez voulu déjà fêter à l'avance et ça vous a coûté de la quinine. Donc vous êtes des jeunes, ressaisissez-vous.
Vous le dites, hein, Alseni Baldé, les joueurs sont tous fiers, je vais dire, de la performance de toute l'équipe tout au long de cette saison. Ah oui, notamment donc le travail que l'entraîneur Souleymane Camara Abidi a mis en place, justement. Les joueurs sont satisfaits du travail accompli et donc ils sont vraiment satisfaits et tous ont hâte, bien évidemment, de disputer donc une première fois la Champions League de la CAF, même si Ibrahima Diko Silla, lui, il en a déjà disputé avec le Afia de Conakry. On va l'écouter. Comme vous le voyez, il n'y a que des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous parce qu'il y a plein de gens qui ne faisaient pas confiance. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde est braqué sur nous. Je crois que c'est le bon moment de faire plus d'efforts. Le travail du coach a été bien fait et on croit en nous en ce moment. C'est une fierté. Moi, présentement, j'ai déjà joué la campagne africaine avec le Rafia. Donc avec l'Académie SOR, il y a des jeunes qui sont là qui n'ont jamais assisté à la campagne africaine. Donc c'est leur première expérience. Et je suis fier de l'équipe aussi. Donc on espère qu'avec le travail, on pourra faire quelque chose. Oui, le dernier mot sur ce sport SOR, comme vous le dites, c'est un travail de longue haleine qui a été abattu par les dirigeants et l'ensemble des joueurs. Oui, le courage, l'abnégation, les efforts consentis de tous ceux qui travaillent autour de cette équipe de SOR Academy. Le président parle avec beaucoup de satisfaction. On écoute Almami Saïdou Silla. C'est les enfants qu'on a depuis qu'ils ont 9, 10 ans, 11 ans. On a inculqué en eux vraiment l'envie de gagner, l'envie de performer. Et maintenant qu'ils sont, disons, matures, ils ont rajouté à cette envie-là l'expérience. Et c'est pour ça, je pense que les résultats sont en train de donner ce que ça donne cette année. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu le groupe, ce qu'ils sont capables de faire. C'est l'un des meilleurs clubs en Guinée cette année. Ils ont montré sur le terrain, ils ont montré dans la discipline. Donc tant que les hommes sont là, les hommes sont solidaires. Quand on veut, on peut. Donc je sais que ces enfants veulent. Moi, si je veux, donc on pourra. Le personnel, c'est les joueurs que vous avez vus cette année, plus certains qui vont venir de l'équipe réserve, qui vont monter. Le staff technique sera le même. Peut-être qu'on va rajouter quelques joueurs, mais pour le moment, ça sera le côté technique, ça sera à l'entraîneur de choisir cela. Le défi, c'est aller en poule. C'est-à-dire que moi, je veux aller, et quand il a pété en vient mangeant, mais je veux vraiment l'année prochaine aller en poule. Je ne veux pas juste aller figurer et revenir. Mais si déjà je vais chez de bonnes prestations, on n'arrive pas en poule, c'est ce que Dieu veut, parce que tout dépend du tirage. Si on tombe sur une équipe comme Al-Ali, bien sûr, ça sera compliqué, mais si le tirage est favorable, on veut aller en poule. Non, de la joie, c'est une immense joie, c'est de la satisfaction et c'est surtout montrer que les Guinéens, on peut. L'équipe est, disons, majoritairement guinéenne, donc pour moi, c'est vraiment de la joie. Et aussi, c'est un défi pour moi. Tout ce que je fais, je veux réussir. Donc, je ne veux pas simplement aller en campagne africaine, je veux y aller et réussir. Oui, Alseni Baldé, l'autre actualité, et en dehors des frontières, Boubacar Camara a été convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus. Ah oui, justement, on l'attendait du côté de la tanière sénégalaise, justement, mais finalement, Didier Deschamps a réussi donc à chipper la pépite de l'Olympique de Marseille et désormais donc Ibrahima Camara va porter les couleurs bleues de l'équipe de France, champion du monde justement, en ce qui concerne bien évidemment la Ligue des Nations où l'équipe de France disputera plusieurs rencontres. Donc la convocation de Camara en équipe première de France change tout. Il est possible que le joueur décline l'invitation, mais pour l'heure, il est plus proche de jouer pour la France que pour le Sénégal. Et pour terminer, la FIFA a publié ce jeudi la liste des 36 arbitres de champ retenus pour le mondial 2022 au Qatar. Oui, 2022 donc au Qatar justement. La Guinée n'y sera pas, bien évidemment, mais on en parlera parce que tout simplement c'est la plus grande fête du football mondial comme pour l'édition 2018 donc en Russie. 6 sifflets africains ont été sélectionnés. On retrouve donc parmi eux le Sud-Africain Victor Gomez, arbitre de la finale de la CAN 2021 entre le Sénégal et l'Égypte, qui était déjà là il y a 4 ans. L'Algérie sera représentée par l'arbitre Moustapha Gorbal. D'une part, Bakary Gassama, le Gambien, se retrouve sous le feu des projecteurs depuis près de 2 mois suite à son arbitrage controversé à l'occasion du barrage retour du mondial entre l'Algérie et le Cameroun qui a poussé les Fennecs de saisir la FIFA. Idem pour Jani Sikazoué, le Sénégalais Maguette Ndiaye complète ce casting avec une surprise d'Aouda Mohamed Kamara, la Rwandaise Salima Mukanzanga, l'une des 3 femmes retenues pour la première fois, tout continent confondu, il faut le dire, et qui avait
déjà officié durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. À noter que l'Afrique sera aussi représentée par 10 arbitres assistants et 2 vidéo arbitres. Voilà, justement, arbitres vidéo. D'accord, merci à vous Alcénie Baldé pour toutes ces infos. Merci Daouda Mohamed, ça a été un plaisir. Alors, vous restez avec moi. On poursuit cette édition à présent avec la rubrique Public Reportage. Notre rubrique Public Reportage à présent, remise officielle de la cagnotte de Soneya ce jeudi à la Lonagui ici à Conakry. Elle s'élève à plus de 131 millions de francs guinéens gagnés dans l'ordre des quintés. Après celle de 2019, l'École nationale de la santé de Kindia vient encore de bénéficier d'une seconde étoile d'or. Clôture ce jeudi de 3 jours de formation et de validation de la plateforme de soumission des protocoles de recherche. Il est organisé par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé avec l'appui technique financier de la GIZ. Il existe désormais une convention entre les partenaires français et guinéens de la santé. Elle fait suite à la mise en place d'une plateforme de gestion des maladies infectieuses en République de Guinée. On voit tout cela avec nos reporters. Cette cagnotte dénommée Soneya est l'une des courses nocturnes de la Lonagui. Elle a été mise en jeu il y a 2 mois. Le directeur général adjoint de la Lonagui trouve salutaires les résultats actuels des recettes mobilisées pour les courses de soirée comparativement aux années précédentes. Il encourage les parieurs et félicite son équipe. Si tu vois un parieur aujourd'hui se faire remettre un montant de plus de 130 millions sur la C2, je crois qu'il faut encore une fois rassurer les parieurs que et le C1 et le C2, ils peuvent continuer à avoir confiance en la Loterie nationale de Guinée parce que les rapports vont toujours continuer à être améliorés pour leur intérêt. L'heureux gagnant repart avec un montant de 131 427 500 francs guinéens. Ce mercredi, il a juste joué avec 100 000 francs guinéens. Il se réjouit et encourage ses amis parieurs à continuer de jouer au PMU Guinée. Cela représente un aboutissement. Je suis vraiment heureux. Le fait déjà que cette cagnotte a été mise en place sur la C2 réconforte les parieurs. Je félicite la Lonagui et je les encourage à continuer pour faire d'heureux gagnants comme moi dans le futur. L'heureux gagnant est un fidèle parieur depuis une dizaine d'années du PMU Guinée. Il n'a jamais gagné un tel montant dont il sait déjà l'orientation. L'objectif déjà c'est de pouvoir aider ma femme dans son commerce et de pouvoir aussi participer à l'éducation de mes enfants. Le gagnant de la cagnotte Soneya du mercredi salue les nouvelles réformes mises en place par les autorités de la Loterie nationale de Guinée. Il trouve que cela permettra aux parieurs de beaucoup jouer. La mise en œuvre du processus d'amélioration de la qualité des enseignements basé sur l'approche gestion de la performance axée sur les standards et la récompense, incluant un comité de suivi, a permis à l'école d'obtenir la première étoile d'or en 2019 avec une performance de 95% et maintenant d'une seconde étoile en 2022 avec une performance de 97%. Les critères sont nombreux, mais avec l'accompagnement de tout le monde, donc on parviendra à obtenir encore une 3e étoile d'or. Cette étoile d'or qui marque la qualité de l'enseignement reçu par les sages-femmes appelées à servir dans les structures sanitaires du pays est l'appui du projet Haute Qualité des services de santé pour le développement HSD financé par le gouvernement américain à travers la mission de l'USAID qui accompagne l'amélioration de la qualité de l'enseignement en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. L'USAID ne cesse de nous apporter pour nous accompagner dans la formation des écoles de santé. Dès son arrivée à l'occasion de cette cérémonie de reconnaissance et de récompense, l'ambassadeur des États-Unis en Guinée a d'abord visité quelques installations de l'institution sanitaire. Une façon pour lui de voir clair les réalisations effectuées par le projet HSD sur le terrain. C'est un investissement en l'avenir de la Guinée. Et nous sommes les bons partenaires de la Guinée. Et je crois que ici, avec l'école de santé publique, c'est une école publique
Et c'est un investissement dans le peuple guinéen. Et je crois que c'est une bonne chose. Grand bénéficiaire de cet appui, la chef de cabinet du département de la santé et de l'hygiène publique a exprimé tout son sentiment à l'endroit du gouvernement américain pour ses efforts. C'est un honneur d'être là aujourd'hui et d'écouter toutes les différentes interventions qui se sont passées au cours de la cérémonie. Nous prenons bonne note. Le but du projet HSD vise à assurer qu'un paquet intégré de soins essentiels pour la santé maternelle, néonatale et infantile et la planification familiale est fourni de façon constante avec une qualité élevée dans les structures sanitaires et les communautés environnantes. Il y a eu 909 sages-femmes diplômées durant les 3 dernières années et qui on considère ont des compétences des bases assez solides pour offrir des services de qualité. Aucune n'a été recrutée par la fonction publique à ce jour et 45% sont sans emploi. Donc tous les acquis vont partir. Pour rappel, depuis 2016, les interventions du projet HSD ont permis de maintenir les acquis et obtenir les résultats tels que l'extension du laboratoire de compétences et réhabilitation de l'amphithéâtre, la dotation d'ouvrages de matériel informatique et de reprographie pour la bibliothèque et tant d'autres. Cette formation d'orientation et de validation de la plateforme de soumission de protocoles de recherche a regroupé une vingtaine de participants. Ils sont composés des membres du Comité national d'éthique pour la recherche en santé, les chercheurs du domaine de la santé et les partenaires techniques et financiers. L'objectif est de former ces différentes parties prenantes à l'utilisation de la plateforme. 3 jours d'échange nous ont permis de nous familiariser avec la plateforme. Nous avons passé toutes les fonctionnalités de la plateforme en revue. Nous avons apporté les corrections qui s'imposent et maintenant nous allons commencer à mettre en pratique ce qui a été appris pendant ces 3 jours. Et la plateforme, nous continuons à y travailler pour que dans les mois à venir, elle soit fonctionnelle et à la portée des chercheurs qui vont soumettre à partir de cette plateforme. Le CNRS a pour mission de veiller à la qualité scientifique et éthique de la recherche conduite en République de Guinée. La digitalisation de cette nouvelle plateforme fait des heureux. Elle sera effective le mois de septembre prochain. Pour la réussite de cette plateforme, de notre côté, c'est de voir un peu comment mobiliser les fonds auprès des différents partenaires et pour que cette plateforme soit effective. La GIZ, partenaire technique et financier de ce projet, compte multiplier les actions en vue de pérenniser le programme. Avec d'autres activités de recherche que nous appuyons, telles que la formation des cadres de districts sanitaires, et nous pensons qu'au lieu qu'ils ne se déplacent de l'intérieur du pays vers Conakry pour soumettre des protocoles, ils le feront dorénavant en ligne. Ce serait très facile. La GIZ Guinée a à cet effet remis 10 ordinateurs au comité d'éthique pour la recherche en santé afin de faciliter leur travail. Au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, nous assistons à une visite guidée de l'espace de santé. Puis, place à la signature d'une convention entre les acteurs français et guinéens de la santé relative à la création d'une plateforme de recherche internationale en santé globale. C'est une plateforme qui s'inscrit vraiment dans l'historique de soutien, dans l'historique aussi, comme ça a été rappelé, d'un travail qui a été établi en confiance entre les partenaires français et guinéens, dans cette trajectoire que nous avons souhaité de consolider le CERFIC, ce centre de recherche de formation en infectiologie de Guinée que je viens de visiter. Cette plateforme dénommée PRISM est un outil important dans l'anticipation et la gestion des épidémies et autres problèmes de santé en Guinée. Que la collaboration entre l'IRD, l'INSERM, l'ANRSME et la Guinée s'étendent à long terme sur les autres enjeux de santé publique, notamment les maladies non transmissibles qui sont le diabète et l'hypertension. La PRISM a également pour objectif de développer des projets de recherche, renforcer la formation à la recherche clinique et les capacités humaines, techniques et scientifiques. Depuis plusieurs années, nous sommes en proie à des épidémies.
Donc la plateforme permettra de focaliser ou d'orienter des compétences internationales de haut niveau, notamment celles de l'ANRS, de l'INSERM et de l'IRD de la France autour de la Guinée et en particulier autour du CERFIG et de la Faculté des sciences et techniques de la santé. Grâce à la signature de cette convention, les capacités du Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée pourraient être renforcées. Voilà comment s'achève cette édition d'information qui vous a été conduite à la régie par Lamine Sidibé, au montage Pierre Bakamara, l'enfant de Foniadou, c'est à Kissidougou. Merci à toute l'équipe, à Mohamed Damaro Kamara, mais également à Bernard Koundouno. On se retrouve demain quand il sera encore 22 h, mais d'ici à là, continuez à suivre les programmes de Espace TV.